Bonjour à tous et bienvenue à notre séminaire online. Je suis Jean-Louis Yagoué et je suis expert en marbre et pierre naturelle au sein de la société Marmy Girardi, une des plus réputées au monde dans le secteur. Je suis, comme mon accent l'indique, originaire du sud-ouest de la France et je suis directeur de Marbre Girardi France. Pour ce séminaire, je serai accompagné de Stefano Girardi, et qui est donc le CEO de la société, et à qui maintenant je passe la parole pour qu'il puisse se présenter à vous personnellement. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Stefano Girardi et je représente la troisième génération de la famille Girardi. Nous avons commencé, il a été mon grand-père qui a commencé il y a 82 années et on est dans ce secteur surtout dans la production des pièces en pierre naturelle pour les bâtiments, pour la décoration. On a une grande expérience et je crois que les grandes valeurs de la pierre naturelle, qui est très naturelle, comme on dit, soit une grande valeur pour tous les bâtiments et pour les constructions. Je veux laisser Jean-Louis parler encore. Ok, bon, bienvenue de nouveau. Merci Stefano. Donc, nous allons commencer donc ce séminaire et nous allons commencer par voir un peu la place que tient la pierre naturelle au sein de l'architecture moderne. Bon, il est vrai que la pierre continue à être bien sûr le matériau de prédilection pour des projets haut de gamme, des projets de luxe ou des projets destinés à durer très très longtemps. Mais il est vrai que pour des projets un peu plus courants, elle est diluée un peu dans le nombre de nouveaux matériaux qui sont arrivés sur le marché ces dernières années. C'est des matériaux plus artificiels, donc plus industriels, tels que le béton ou le grès cérame et autres. Comme je disais, beaucoup de nouveaux matériaux qui ont fait que peut-être la pierre naturelle est perdue un peu de son protagonisme et qu'elle soit peut-être un peu moins utilisée qu'en temps. Il est sûr que si ce séminaire avait eu lieu il y a 40, 50 ou 60 ans, et la plupart d'entre vous seraient sans doute habitués à l'utiliser plus et à la préconiser beaucoup plus habituellement pour vos projets. Mais disons que ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui et c'est peut-être bien dommage. Cela dit, c'est vrai qu'on observe depuis quelque temps un regain d'intérêt pour la pierre naturelle et c'est surtout dû aussi au problème environnemental que pose bien sûr la construction et la conception. Et disons que les vertus de la pierre naturelle, les vertus disons naturelles et écologiques font en sorte qu'elle soit de plus en plus demandée au sein de la conception verte. C'est un concept beaucoup plus très à la mode, très en vogue actuellement. Et donc, on va voir au cours de ce séminaire comment la pierre naturelle favorise particulièrement dans l'implantation de cette conception verte. Donc, on va donc commencer avec une définition de Green Design aux conceptions vertes, donc définie par Norman Foster, et qui, je crois, la définit assez bien, disant que la conception verte ou écologique est la création de bâtiments à haut rendement énergétique, sains, écologiques, confortables, flexibles et conçus pour avoir une longue durée de vie. Je crois que, comme je disais, c'est une définition assez complète et qui va nous servir un peu de fil rouge pendant toute cette présentation pour que nous puissions voir un peu comment la pierre naturelle s'adapte à toutes les facettes un peu de cette définition. Donc, les domaines, nous allons voir les domaines d'action de la conception verte. Il y a cinq domaines d'action primordiaux qui sont l'écosystème et l'environnement, la gestion de l'eau, la maîtrise de l'énergie, le choix des matériaux et l'environnement intérieur. Bon, nous allons nous centrer sur le choix des matériaux, bien sûr, soit le choix des matériaux en général
ou la pierre naturelle en particulier, et voir comment aussi le choix de matériaux a un impact aussi sur les autres domaines d'action qui sont cités ici. Donc, il y a 3 éléments. Quant au processus de fabrication et environnement, il y a 3 éléments fondamentaux à tenir en compte pour savoir un peu la toxicité des matériaux, hein, parce que, comme disait Lavoisier, rien ne se crée, tout se transforme. Pour être fabriqué, tous les matériaux, bien sûr, puisent leur matière première dans la nature, mais c'est surtout la fabrication, la transformation qui fait de cette matière première un matériau plus ou moins nocif. Donc, en premier lieu, un des éléments fondamentaux, c'est bien sûr l'énergie nécessaire à la fabrication des matériaux, c'est-à-dire énergie grise, émission de CO2. C'est vrai qu'il y a certains matériaux de construction qui sont particulièrement énergivores, comme l'aluminium. J'ai ici l'aluminium ou autre. Nous avons ici un tableau comparatif d'émissions de CO2. Comme je disais, en premier lieu, peut-être l'aluminium. Ça, c'est des chiffres qui sont exprimés en kilos de CO2 par kilo de matériaux fabriqués. Donc, 11,5 kg de CO2 par kilo d'aluminium produit, ce qui est assez important. Et bon, il y a une série d'autres matériaux en comparaison. Et c'est vrai qu'à la fin, nous voyons que la pierre naturelle, elle occupe le bas du tableau avec très peu d'émissions de CO2, très peu d'énergie nécessaire à sa fabrication. Excusez-moi. Bon, et après, il y a bien sûr un deuxième élément fondamental à tenir en compte, c'est l'impact sur l'environnement et sur l'écosystème, surtout pour l'obtention et la consommation de matières premières. Là, il faudrait peut-être citer le cas peut-être du béton, qui est bien connu pour sa haute consommation en eau, mais aussi pour l'obtention du sable nécessaire à sa fabrication, qui est souvent drainé des fonds de mer et ce qui produit un gros impact sur l'écosystème. Et ensuite, pour finir, bien sûr, la nocivité des adjuvants de ces matériaux, qui peuvent être résine, colle, produits chimiques. Il est vrai que plus un matériau a des adjuvants toxiques, plus le matériel et le matériau en soi sera toxique. Donc, par rapport à la pierre, on va voir un peu comment elle est manufacturée. Bien sûr, on ne dit pas fabriquée puisque c'est la nature qui la fabrique, qui la fabrique pendant des millions d'années. Je crois que tout le monde plus ou moins connaît ce procédé, hein, c'est-à-dire que les blocs sont puisés dans la nature, c'est un matériel 100% naturel. Ces blocs sont acheminés à l'usine, sont coupés en tranches et qui donc sont découpés en fonction des besoins de chaque projet, qui sont emballés et sont envoyés sur les chantiers. Donc, on le voit, un processus très transparent et qui n'a pas besoin de beaucoup de processus de phases de fabrication. Là, on voit sur le bilan environnemental de la pierre naturelle, c'est-à-dire les avantages et les vertus. Comme je disais, c'est un matériel totalement naturel qui a besoin de très peu d'énergie pour être fabriqué. Donc, un bilan carbone particulièrement bas et une consommation d'eau aussi très faible. Ne contenant pas d'adjuvant, il n'est donc pas toxique. Et en plus, il faut tenir en compte que les conditions d'élaboration modernes sont très respectueuses pour l'environnement. À ce titre, je voulais peut-être faire voir l'unité de fabrication que nous avons chez Marmy-Gherardi. Ce qui peut-être surprend aussi au premier abord pour être une usine de marbre, c'est l'absence de poussière, c'est l'absence de particules, et tout ça c'est dû à des filtres qui absorbent
donc ces particules de poussière qui font en sorte que aussi ce soit un environnement très sain pour les travailleurs. Mais ça, bien sûr, ce n'est qu'une partie, car ce processus, bon, cette unité de production a été inaugurée il y a 3 ans, et vraiment, ce qu'il y a, c'est ce système de recyclage complet des eaux et un système aussi de récupération des boues et des déchets issus des traitements de la pierre. Et ceci permet de donner une nouvelle vie à tous les résidus de production. Il y a aussi un système photovoltaïque de 80 kW placé sur le toit de l'usine qui contribue à économiser environ 45 tonnes de CO2 par an, ce qui est énorme. Plus bien sûr le système de climatisation, comme je disais, très innovateur. Donc, comme je dis, des processus de fabrication très respectueux de l'environnement. Donc, on va voir aussi, on va parler maintenant d'économie circulaire, c'est-à-dire un concept très en vue de nos jours, hein, surtout par rapport à ce qu'on disait de l'environnement. Et on va voir un peu aussi le rôle que joue la pierre naturelle dans cette économie circulaire qui a plus à voir avec le cycle de vie des matériaux, cycle de vie qui bien sûr doit être le plus long possible. On va voir aussi ici donc peut-être un petit résumé. Je crois que tous connaissent un peu ce concept. C'est donc économie circulaire, appelée aussi en anglais cradle to cradle, c'est-à-dire du berceau au berceau. Et c'est un précepte d'éco-conception et d'éthique environnementale qui est basé sur 2 principes principaux, c'est-à-dire zéro pollution et 100% réutilisation. Ayant bien sûr pour objectif de réduire les déchets en recyclant entièrement les matériaux mis au rebut. Donc, bien sûr, la pierre naturelle se prête particulièrement à ce cradle to cradle, c'est-à-dire depuis ce qui est la carrière jusqu'à le matériau en fin de vie, comme on peut le voir sur plusieurs exemples, comme ces galets par exemple. Bien sûr, le fait que les déchets soient non contaminants permettent non seulement une longue durée de vie, mais qu'ils préservent l'environnement durant tout ce cycle de vie. Non, car la pierre naturelle ne produit pas de déchets toxiques, ni pendant sa fabrication, ni durant son cycle de vie. Donc, la pierre naturelle est bien sûr facilement recyclable et réutilisable, comme on le voit sur cet exemple de réutilisation, de réalisation faite avec des pavés de récupération. Donc, les chutes sont donc utilisables pour la réalisation de pavés, de mosaïques, de galets, comme on a vu sur la diapositive antérieure, ou de graviers. Elle peut être aussi transformée pour sa réutilisation pour d'autres projets, c'est-à-dire prise d'un projet et être acheminée pour d'autres projets, avec ou sans transformation. Et bien sûr, elle se prête particulièrement bien au recyclage en fin de vie. C'est-à-dire quand les déchets de pierre peuvent être broyés en granulats pour la construction de routes ou autres. Bien sûr, le cradle to cradle, le C2C est fait ou prend en compte les matières premières, mais elle prend en compte aussi les carrières. Hein. Je crois que les carrières sont souvent montrées du doigt, peut-être par le secteur peut-être écologiste. C'est vrai que personnellement, nous n'avons absolument rien contre les écologistes, mais je pense qu'il y a certaines données qui ne sont pas connues du grand public et qui devraient être peut-être plus connues. Et une d'elles, c'est l'exigence en matière de remise en état des carrières, c'est-à-dire le réaménagement. Et il faut savoir qu'il y a une obligation de cautionnement pour les ouvertures de carrières qui assure le réaménagement de ces carrières lorsqu'elles arrivent en fin de vie. Nous, par exemple, lorsqu'on ouvre une nouvelle carrière,
on est obligé de souscrire une assurance à hauteur de 500 000 euros qui garantit justement ce réaménagement de carrière. Et bien sûr, s'il arrivait quoi que ce soit et que l'entreprise ne puisse pas faire face à ces frais de réaménagement, bien sûr, l'assurance pourrait être en charge et assurerait donc la remise en état de la carrière. C'est-à-dire que la remise en état, bien sûr, c'est les remblaiements, c'est la plantation d'arbres, et en fait tout pour faire en sorte que la nature reprenne ses droits, reprenne le dessus et qu'il y ait la faune et la flore qui reviennent. Donc, et c'est vrai que souvent, une fois réaménagées, elles se perdent à nouveau dans la nature et parfois il est parfois difficile de savoir qu'il y a eu une carrière à l'endroit où il y en a eu une quelques années auparavant. Donc, il y a donc cette obligation de cautionnement. Et après, bien sûr, la créativité de chacun pour le réaménagement de vieilles carrières qui peuvent être réaménagées en cours de golf, en parc de loisirs, développement de l'habitat, en parc d'attractions. Il y a énormément d'exemples qui donnent donc une deuxième vie à ces carrières lorsqu'elles ont apporté donc tout ce qu'elles devaient apporter. Donc, là, nous allons changer donc de registre et nous allons nous centrer sur les autres vertus environnementales de la pierre. Et donc, une d'elles est assez importante, c'est la haute réflectance solaire hein, qui contribue à la réduction des îlots de chaleur urbains. Car la pierre naturelle, et notamment la pierre calcaire aux teintes claires, possède un faible coefficient d'absorption de chaleur, hein, qui est calculé en albédo, et qui évite l'irradiation provoquant les îlots de chaleur en milieu urbain. Bien sûr, tout ça, ça a à voir surtout avec la tonalité des matériaux. Plus un matériau sera clair, plus il va refléter la chaleur et plus il va être foncé, plus il va donc s'imprégner de cette chaleur et l'absorber. Donc nous avons ici un tableau comparatif. Et bien sûr, nous avons l'asphalte gris avec un coefficient de réflectance solaire disons assez bas et donc jusqu'aux tuiles en ciment blanc qui ont un coefficient de réflectance solaire assez élevé. Et là, bien sûr, nous voyons la pierre calcaire claire qui a donc un niveau de réflectance assez très raisonnable. Et il faut dire aussi que peut-être pour certains matériaux, peut-être certains granites noirs qui peuvent être à l'état brut, peut-être peuvent avoir une basse réflectance, peuvent changer s'ils sont travaillés en une finition peut-être flammée ou sablée qui leur donne une teinte plus claire, plus grise et plus claire, qui font en sorte que ils ont ces mêmes vertus. En deuxième lieu, une autre vertu, c'est l'inertie thermique de la pierre, de la pierre naturelle qui contribue au confort et à réaliser des économies d'énergie. Parce que la pierre naturelle est un excellent régulateur thermique, tout aussi bien en été comme en hiver. Elle emmagasine longtemps la chaleur et la restitue graduellement en fin de journée. Et tout ça, bon, en hiver, comme en été. En hiver, elle renvoie la chaleur par rayonnement. Et en été, elle ne cède la chaleur additionnelle de la journée que pendant la nuit. Et donc, à l'intérieur des bâtiments, comme tout le monde le sait, les murs en pierre naturelle conservent une température fraîche en été. Donc, là aussi, nous avons un tableau comparatif où on voit que le coefficient d'inertie thermique, calculé en lambda, est très élevé pour la pierre naturelle. Et c'est très bon, sans doute pour les chauffages au sol, par exemple. La pierre naturelle se prête particulièrement à ce genre de chauffage qui est très, très confortable
de plus utilisé, de plus en plus utilisé. Donc, il y a également la réduction des ponts thermiques pour les pertes de chaleur. Ça, c'est un aspect un peu plus technique, mais c'est vrai que la pierre naturelle contribue à la réduction des ponts thermiques, et souvent à l'origine de déperdition de chaleur dans l'habitat, surtout au niveau des jointures. Et un autre avantage de la pierre qui peut-être a aussi quelque chose à voir avec l'environnement, mais surtout avec les économies d'énergie, c'est son faible coût d'entretien et de maintenance. Elle n'a pas besoin d'être peinte comme d'autres matériaux, et elle n'a pas besoin d'être traitée, peut-être comme peut-être le bois. Elle est facile à entretenir, peu coûteuse en maintenance, et de plus, elle prend une patine avec le temps qui accroît bien souvent sa beauté naturelle. Et bien sûr, elle contribue à la bonne qualité de l'environnement. Elle ne provoque pas d'émanation toxique dans l'air, puisqu'elle est naturelle, prise au naturel, telle qu'elle. Il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas d'alliage. Donc, elle garantit un air très sain dans l'habitat. Ça, c'est aussi les autres vertus environnementales de la pierre. Et on voit que ces vertus aussi sont un gros avantage pour les certifications environnementales, comme sont HQE, BREEAM ou LED. C'est les plus connus, hein, qui sont octroyés en fonction de l'obtention de points. Et donc, nous avons pris un exemple de certification LED, et on voit que l'usage de la pierre, l'utilisation de la pierre, est propice pour l'obtention de points et pour obtenir cette certification. Par exemple, pour la réduction d'îlots de chaleur, c'est jusqu'à 2 points. La traçabilité quant à l'origine des matériaux, de leur cycle de vie, et leur impact sur l'environnement, c'est jusqu'à 2 points. La transparence des ingrédients et d'adjuvants chimiques, jusqu'à 2 points. La réduction sur l'impact du cycle de vie des bâtiments, c'est 5 points. Les matériaux à faible émission pour l'environnement intérieur, jusqu'à 3 points. Et l'innovation dans les processus de production donne jusqu'à 5 points. Donc, comme je dis, beaucoup d'avantages à travers l'utilisation de la pierre pour obtenir ces certifications qui sont de plus en plus demandées par les promoteurs, par les clients, par les acteurs un peu de la construction. Là aussi, nous allons changer de registre de nouveau. Nous allons voir un autre aparté. C'est vrai qu'un des aspects fondamentaux, je dirais même le plus important de la conception verte, c'est la durabilité. Plus un immeuble ou une habitation se maintient dans le temps, plus c'est bon pour l'environnement. On n'a pas besoin d'être détruite pour être reconstruite. Il suffit qu'elle soit maintenue le plus longtemps possible. Et tout ça, bien sûr, c'est des grosses économies au niveau de l'énergie et bien sûr de grandes vertus pour l'environnement et pour la planète. Donc la robustesse et la durabilité, très importante, et bien sûr très liée à la pierre. Et là, c'est un registre aussi, on va rentrer dans un registre peut-être un peu plus émotionnel, car notre connexion avec la pierre naturelle est due aussi à sa durabilité. On est habitué à la côtoyer depuis la nuit des temps. On a tous, je crois, une forte connexion avec la pierre. Et nos ancêtres ont eu une forte connexion avec la pierre. Et c'est bien sûr grâce à sa durabilité et à sa robustesse. Donc, peut-être un très bon exemple de ce que peut représenter la pierre, point de vue d'avantage, et je crois que c'est la ville de Paris, comme beaucoup d'autres villes, bien sûr. Mais je crois que Paris est un exemple, je crois, fondamental,
Et Paris sera toujours Paris, bien sûr, parce qu'elle est faite en pierre. Je crois que le changement de Paris est dû à ça. Et c'est vrai que la valeur patrimoniale de Paris est absolument, de nos jours, incalculable et elle est très liée à la pierre. C'est vrai qu'il faut peut-être tirer le chapeau à Napoléon III et à Haussmann qui ont fait de Paris la ville qu'elle est aujourd'hui avec, je crois, un urbanisme absolument hallucinant. Et tout ça est très, très lié à la pierre. Je crois que l'investissement qui s'est fait à l'époque pour changer totalement la ville de Paris ne pouvait être fait qu'avec la pierre. C'est-à-dire que ça n'aurait pas pu être fait avec un autre matériau et qui n'est pas une durée de centaines d'années et qui compte vraiment et qui compte poids pour l'histoire. Bien sûr, si on imagine mal Paris construite en pierre ou en béton, je crois que ce ne serait pas Paris, ce serait Benidorm, mais ce serait pas Paris. Donc, je crois que la valeur patrimoniale est toujours liée à la pierre et, et donc je pense que c'est très important pour tenir en compte et pour calculer ce que c'est que la valeur nette réelle d'un immeuble. Je crois qu'il y a une équation qui est assez facile à réaliser, dans laquelle je crois le fait que la pierre soit introduite dans cette équation a un poids assez important. C'est-à-dire pour calculer la valeur nette réelle, appelée VNR dans cette équation, disons, cette valeur nette réelle est égale à le C, coût d'investissement, des coûts de remplacement, à la valeur foncière à la fin de la période d'étude, aux coûts annuels récurrents de fonctionnement, d'entretien et de réparation, excusez-moi, coût non annuel récurrent de fonctionnement, d'entretien et de réparation, et aux coûts énergétiques. Et donc, si on le prend par la fin, on voit que les coûts énergétiques, bien sûr, excusez-moi, je pense que j'ai, voilà. Les coûts énergétiques, on voit que la pierre contribue à économiser pas mal d'énergie, beaucoup d'énergie sur le cycle de vie d'un immeuble. Les coûts non annuels et annuels récurrents de fonctionnement sont importants aussi, puisque les économies sont liées au faible coût d'entretien et de réparation. Nous avons aussi le F, la valeur foncière à la fin de l'étude, et c'est là sans doute aussi que pèse énormément la pierre. On le voit à l'exemple de Paris et beaucoup d'autres, bien sûr, villes dans le monde. Donc, je crois que là aussi, la pierre est importante. Les coûts de remplacement, bien sûr, moindres avec la pierre, puisqu'elle a une durée beaucoup plus élevée que tous les autres matériaux. Et nous avons les coûts d'investissement qui, bien sûr, sont souvent plus élevés avec la pierre, alors que parfois, il faut peut-être prendre en compte de la différence entre certains matériaux et d'autres. Mais c'est vrai que généralement, les coûts d'investissement sont un peu plus élevés avec la pierre. Mais je crois que lorsqu'on prend la pierre, on met la pierre dans cette équation, elle pèse énormément. Parce que dans le résultat final, elle permet non seulement d'économiser énormément d'économiser donc enfin d'économiser simplement, mais aussi la valeur foncière du logement est beaucoup plus élevée à la fin de l'étude. Donc, comme je disais, la pierre, c'est surtout aussi ce qu'elle représente pour nous. Je crois que la pierre est un matériau de construction un peu à part. Comme je disais au début, elle a été diluée, par l'apparition de beaucoup d'autres matériaux, mais elle reste toujours un matériau à part. Comme je disais, la connexion que nous avons avec la pierre est présente depuis la nuit des temps. Et je crois que c'est un symbole de
de notre civilisation, et c'est aussi un témoin de notre évolution. Je crois que la pierre, tout comme la musique, l'art ou la musique, l'art est capable ou la culture est capable d'évoquer, d'éveiller à nous des sentiments très, très profonds. Donc là, on le voit par exemple par rapport à Rome. Bien sûr, Rome, c'est la ville éternelle parce qu'elle est faite en pierre. C'est les vestiges en pierre, c'est l'évolution de notre évolution. Là, nous avons bien sûr le Colisée qui bien sûr est en partie détruit, mais bon, il y a 2000 ans le Colisée, mais il fait partie de notre histoire et je crois que c'est ce qui différencie et différenciera toujours la pierre par rapport à tous les autres matériaux qui essayent de l'imiter. Donc, c'est la pierre naturelle à travers les âges. Comme je disais, on rentre peut-être dans un registre émotionnel. C'est peut-être aussi une plaidoirie pour la pierre, mais je crois que quelque part, elle le mérite amplement. Donc, bien sûr, c'est la robustesse, comme je disais, la durabilité. C'est la robustesse de la pierre qui est ancrée en nous depuis la nuit des temps, hein, à l'image du conte bien sûr des trois petits cochons qui se réfugient dans la maison en pierre et qui sont très à l'abri. Donc, c'est vrai qu'elle nous a choyés pendant des générations depuis toujours. Et c'est ancré en nous. Donc, c'est vrai qu'on a toujours cette image d'une robustesse, une robustesse et une durabilité à toute épreuve, bien sûr, ou presque, hein, parce que je crois qu'on a tous en tête l'image choc, hein, je pense qui nous a choqué à tous, pas seulement à nous Français, sinon aussi je crois que ça a été un grand choc pour le monde entier, cet incendie de Notre-Dame qui fut un choc bien sûr de par l'aspect symbolique de la cathédrale, ce qu'elle représente, mais aussi de par la stupéfaction générale est liée à l'idée d'indestructibilité que l'on voue au monument en pierre. Et je crois qu'on était tous scotchés devant nos écrans et appréhendant peut-être le moment où la cathédrale vraiment pouvait s'écrouler, ce qui a en fait été évité grâce à l'héroïsme de quatre pompiers qui ont risqué leur vie pour sauver la cathédrale. Donc, c'est vrai qu'il y a le symbolisme peut-être de ce monument, mais aussi l'idée qu'on a d'indestructibilité de la pierre. Donc, pareil, l'histoire de la pierre naturelle est très liée à celle de l'humanité. C'est une profonde amitié à l'épreuve du temps, bien sûr. La pierre naturelle nous a offert sa protection contre les intempéries et toutes sortes de périls depuis la nuit des temps. Je crois que nos ancêtres avaient sans doute une connexion, je crois, beaucoup plus forte que nous avec la pierre. Et j'espère qu'avec peut-être avec le temps, tout ça va revenir peut-être d'autant plus fort. Elle nous a protégés bien sûr des intempéries, mais elle nous a protégés bien sûr de nos ennemis et des invasions. Nous voyons ici bien sûr la cité de Carcassonne, bien sûr faite en pierre, et c'est une réalisation absolument fabuleuse qui restera là pour toujours. Il y a aussi le symbole de la pierre, bien sûr, qui a à voir aussi avec la durabilité et aussi à la croyance. Non, la pierre érigée comme expression de nos croyances ancestrales, hein, comme à Stonehenge, qui sont là pour durer et qui sont offertes en fait à des dieux de nos croyances, bien sûr, religieuses depuis bien sûr la nuit des temps. C'est des offrandes qu'on faisait à Dieu. Il fallait que ces offrandes subsistent à travers les âges et soient en fait là pour toujours, éternelles.
La pierre, bien sûr, érigée comme symbole religieux et synonyme de puissance et de grandeur. Bien sûr, là, nous avons la cathédrale Saint-Pierre de Rome, qui est grandiose et qui ne pouvait pas être réalisée à un autre matériau que la pierre naturelle. Bon, c'est valable pour, bien sûr, le christianisme, mais c'est bien sûr valable pour d'autres religions. Nous avons ici une mosquée qui est une mosquée en Malaisie et un temple hindou de Londres. Bon, nous avons choisi aussi ces deux projets car nous avons participé activement à leur réalisation. Et nous avons la mosquée de Malaisie, c'est une mosquée que nous avons construite et qui a été finie donc l'an dernier. Et donc pour le temple hindou, nous avons participé à la réfection de l'intérieur en partie. Donc, bon, ces deux temples, c'est aussi deux monuments érigés aux dieux de toutes les religions et bien sûr érigés en pierre naturelle. Et bien sûr, nous avons aussi ce que signifie la pierre pour nous comme matériau façonnable, surtout, que non pas peut-être d'autres matériaux, bien sûr, artificiels. Moi, je dis à la fois tendre et dur. La pierre a stimulé notre créativité et notre sens artistique, comme on peut voir ici avec la Vénus de Milo ou le David de Michel-Ange. Donc, ça va, c'est plus une matière qu'un matériau, mais ça va au-delà des matériaux de construction seulement. Et c'est tout ce que représente quelque part la pierre. Bien sûr, pour finir, je parlais peut-être d'un retour aux sources par rapport peut-être à l'architecture. C'est vrai que on a vu un éloignement ces dernières années de l'architecture et du monde de la pierre. Je crois que nous, comme Gérard dit, nous faisons notre possible pour relier, pour renouer des liens très forts avec avec le milieu de l'architecture et de la conception, parce que je crois que ils ont vécu, ces deux parties ont vécu une idylle, non, qui a donné lieu à des projets, des réalisations fabuleuses à travers les âges et à travers le monde, des réalisations qui persistent encore aujourd'hui. Et je crois que notre mission consiste à informer un peu mieux et à transmettre un peu mieux ce que représente vraiment la pierre pour ce qui est de la conception, pour ce qui est de l'architecture, pour ce qui est de la construction. Et je crois que ce moment lié à l'environnement et aux limites peut-être qui est en train d'atteindre la construction et la vitesse de construction, je crois que c'est peut-être le moment justement de renouer une grande amitié. Et c'est vrai que le monde ou l'univers de la pierre est absolument passionnant. Je crois qu'il y a une grande différence entre visiter une carrière de marbre et une usine de manufacturation de marbre, de pierre naturelle, et faire de même avec peut-être une usine à béton ou un four ou une usine à cérame. Je crois que c'est deux expériences complètement différentes. Et bien sûr, nous sommes aussi très très près de la nature et je crois que nous pouvons apporter quelque chose aux besoins de l'architecture et de la conception et de la construction de nos jours. Et donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les vertus, non, que peut proposer la pierre naturelle de nos jours et qu'elle propose depuis toujours. Et voilà, j'espère que bon,
cette disons, cette présentation vous a plu. C'est un premier lieu. Bien sûr, nous avons plusieurs présentations plus orientées aux matériaux en soi, à l'usage des matériaux, aux différents matériaux, et aussi à la manière d'élire le matériau parfait pour les besoins de chaque projet. Il y a quelque chose aussi que je voudrais aussi rajouter peut-être avant de finir, c'est que je pense que la pierre, de parce qu'elle propose, devrait toujours être tenue en compte par les architectes. Bien sûr, c'est le client final toujours qui choisit ou non la pierre, mais je pense que le client final devrait être peut-être assez conscient de ce que peut apporter la pierre, bien sûr au niveau, je disais, environnemental, mais au niveau foncier. Et je pense que demander, ne serait-ce que pour avoir des références, l'alternative en pierre, parce que souvent les alternatives sont demandées dans plusieurs matériaux artificiels différents, mais le fait d'avoir peut-être une référence de ce que pourrait coûter le fait d'introduire de la pierre par rapport à d'autres matériaux devrait être, je crois, systématique. Parce que je crois qu'à la fin, il y a beaucoup de clients qui opteraient pour la pierre, en connaissant, je crois, toutes peut-être ces informations et tous les avantages qu'offre la pierre. Je sais pas, Stéphano, si tu veux ajouter peut-être quelque chose à cette présentation. C'est tout. Merci beaucoup pour ton présentation, Jean-Louis. Merci beaucoup à tous les participants et nous vous attendons très vite à l'Italie quand on pourra voyager encore. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir. Et on demande peut-être s'il y a des questions. Si vous avez peut-être des questions à poser pour qu'on puisse peut-être répondre à certaines questions qui puissent. Donc oui, oui, en fait, il y a une question qui dit qu'il serait intéressé de savoir, les personnes seraient intéressées de savoir le type de matériaux que vous travaillez, que nous travaillons. Bon, en fait, c'est vrai que je réponds, Stéphano, à cette question. Le style de matériaux qu'on travaille, en fait, bon, nous travaillons, en fait, le gros avantage que nous avons aussi, puisque nous sommes situés en Italie, qui est une plaque tournante de la pierre naturelle. En étant situé en Italie, nous avons la possibilité de travailler avec pratiquement tous les matériaux qui sont sur le marché actuellement. Et c'est ce qui nous permet aussi d'offrir un service de conseil aux professionnels de l'architecture et de la conception, car nous tenons compte justement des besoins des projets, des désirs des architectes, et nous pouvons donc répondre à toutes ces demandes. Donc, bon, je vous remercie pour votre attention et j'espère pouvoir vous retrouver sur notre séminaire que nous organisons dans un futur. J'espère que vous avez aimé la présentation. Stéphano, à toi de dire peut-être un petit au revoir à nos téléspectateurs. Au revoir et à tout à l'heure. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup.